si belle, célébrons tous une fête si belle, que nos chants en tout lieu emportent la nouvelle, que nos chants en tout lieu emportent la nouvelle. Qu'il fasse retentir, qu'il fasse retentir, qu'il fasse retentir, qu'il fasse retentir, retentir le céleste séjour, le céleste séjour, qu'il fasse retentir le céleste séjour. Chantons, répétons tour à tour, qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rend à l'amour. Chantons, répétons tour à tour, qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rend à l'amour. Chantons, répétons tour à tour, qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rend à l'amour. Chantons, répétons tour à tour, répétons tour à tour, il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rend à l'amour. Il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rend à l'amour, qui tôt ou tard ne se rend à l'amour. Une accoucheuse ayant appris son art à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Paris, sous la direction de la fameuse Louise Bourgeois, délivra le 13 janvier 1622 la très aimable Madame Poquelin, née Cressé, d'un premier enfant, un prématuré de sexe masculin. Je peux dire, sans crainte de me tromper, que si j'avais pu expliquer à l'honorable sage-femme qui était celui qu'elle mettait au monde, elle eût pu, d'émotion, causer quelques dommages au nourrisson et du même coup à la France. Faites attention, madame. N'oubliez pas que ce bébé est né avant terme. La mort de ce bébé serait une très grande perte pour la France. Mon Dieu, Madame Poquelin en fera un autre. Madame Poquelin ne fera plus jamais de semblable, et aucune dame n'en fera de semblable avant un certain nombre de siècles. Ah, vous m'étonnez, monsieur. Je suis moi-même étonné. Comprenez bien que dans 3 siècles, dans un pays lointain, je ne me souviendrai de vous que parce que vous aurez tenu dans vos mains le fils de Monsieur Poquelin. J'ai tenu dans mes mains des enfants plus illustres. Qu'entendez-vous par le mot illustre? Ce bébé deviendra plus célèbre que le roi régnant Louis XIII, plus renommé que le roi suivant. Et ce roi, madame, sera appelé Louis le Grand ou le roi Soleil. Les Russes connaîtront l'homme que vous mettez au monde avant la fin de ce siècle. Oh, lien des temps. Ô courant de la culture! Les mots de l'enfant seront traduits en allemand, Seront traduits en anglais, en italien, en espagnol, En hollandais, En danois, Portugais. polonais, turc, Russe! Est-ce possible, monsieur? Ne m'interrompez pas, madame. En grec. en grec moderne, je veux dire. Mais en grec ancien aussi. En hongrois, roumain, tchèque, suédois, Arménien. arabe. Les pièces de mon héros seront jouées pendant 3 siècles sur toutes les scènes du monde. Et nul ne sait quand elles cesseront de l'être. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà l'homme que deviendra ce nourrisson. George Sand sera au nombre des personnes qui écriront des pièces sur mon héros. D'ailleurs, dans le final de sa pièce, Molière se lèvera et dira « Oui, je veux mourir chez moi, et je veux bénir ma fille. » Et le prince de Condé s'approchera et lui donnera la réplique. Appuyez-vous sur moi, Molière. Et l'acteur du parc, qui soit dit en passant, ne sera plus de ce monde à la mort de Molière, s'exclamera en sanglotant. Ah, perdre la seule personne que j'ai jamais aimée. L'auteur russe Vladimir Raffalovitch Sotov présentera un final non moins sentimental.
Le roi arrive. Il veut voir Molière. Molière. Qu'a-t-il? Il est mort. Et le prince s'écriera à la rencontre de Louis. Sire, Molière est mort. Et Louis XIV ôtera son chapeau et dira: Molière est immortel. Que peut-on répondre à cela? Oui, effectivement, un homme qui vit depuis déjà plus de 300 ans est sans doute immortel. Mais la question est la suivante. Le roi l'a-t-il reconnu? Les dieux gouvernent le ciel et Louis la terre. Celui qui gouvernait la terre n'enlevait jamais son chapeau devant personne, si ce n'est devant les dames, et ne serait jamais allé au chevet de Molière mourant. Et en fait, il n'y est pas allé, et aucun prince n'y est allé. Celui qui gouvernait la terre se considérait comme immortel, mais là, je crois qu'il se trompait. Il était mortel, et par conséquent aveugle. Et s'il n'avait pas été aveugle, il serait peut-être allé voir le mourant. Il aurait vu dans le futur du Paris actuel des choses intéressantes et aurait pu manifester le désir de s'associer à la véritable immortalité. Le voilà, le Gaulois est rusé et charmeur, le comédien et dramaturge royal. Il est là. Il est là, le roi de la dramaturgie française. Ah, madame, que me dites-vous là à propos des nourrissons illustres que vous avez tenus dans vos mains? Comprenez bien que cet enfant que vous mettez aujourd'hui au monde dans la maison des Poquelins n'est autre que monsieur Molière. Alors, dites, il a crié? Il respire? Il vit. Mettez-vous là, petite impertinente. Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu. Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu, et par sotte raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle. Qui de nous deux à l'autre a droit de faire loi? À votre avis, qui mieux ou de vous ou de moi, au sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par l'accord bleu! Gardez des chauffés chromabiles. Vous pourriez éprouver sans beaucoup de longueur
si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera, madame la mutine, d'agréer sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est et dois auparavant consulter, s'il vous plaît. Informé du grand bien qui lui tombe en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux ayant 20 000 bons ducats, pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? Allez, tel qu'il puisse être avec cette somme, je vous suis caution qu'il est très honnête homme. Hélas! Eh bien, hélas, que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici. Et que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter, hélas, de belle sorte. Voilà le fruit de ces empressements qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. De colibés d'amour, votre tête est remplie, et vous parlez de Dieu bien moins que de l'Élie. Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits, qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez-moi comme il faut, au lieu de ces sornettes, les quatrains de Pibrac, ou les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur et plein de beaux dictons à réciter par cœur. La guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là qu'on a peu de temps, on apprend à bien vivre. Et si vous n'aviez lu que ces moralités, vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. Quoi? Vous prétendez donc, mon père, que j'oublie la constante amitié que je dois à l'Élie? J'aurais tort si sans vous, je disposais de moi. Mais vous-même, à ses vœux, engageâtes ma foi. Lui fut-elle engagée encore davantage? Un autre est survenu, dont le bien l'en dégage. L'Élie est fort bien fait, mais apprend qu'il n'est rien qui ne doive céder au soin d'avoir du bien. Que l'or donne au plus laid certains charmes pour plaire. Et que sans lui, le reste est une triste affaire. Valère, je crois bien, n'est pas de toi chéri. Mais s'il ne l'est amant, il le sera mari. Mais suis-je pas bien fat de vouloir raisonner, ou de droit absolu j'ai pouvoir d'ordonner? Ce gendre doit venir vous visiter ce soir. Manquez un peu, manquez à le bien recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je ne veux pas en dire davantage. Quoi? Refuser, madame, avec cette rigueur, ce que tant d'autres gens voudraient de tout leur cœur? À des offres d'hymen, répondre par des larmes, et tarder tant à dire un oui si plein de charme. Hélas, que ne veut-on aussi me marier? Ce ne serait pas moi qui se ferait prier. Et loin qu'un pareil oui me donnât de la peine, croyez que j'en dirais bien vite une douzaine. Le précepteur qui fait entendre la leçon à votre jeune frère a fort bonne raison lorsque nous discourons des choses de la terre. Il dit que la femelle est ainsi que le lierre qui croit beau tant qu'à l'arbre il se tient bien serré et ne profite point s'il en est séparé.
rien de plus vrai, ma très chère maîtresse. Et je l'éprouve en moi, chétive pécheresse. Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin, mais j'avais, lui vivant, le teint d'un chérubin, l'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente, et je suis maintenant ma commère dolente. Pendant cet heureux temps, passé comme un éclair, je me couchais sans feu dans le fort de l'hiver. Sécher même les draps me semblait ridicule, et je tremble à présent dedans la canicule. Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi, que d'avoir un mari le soir près de soi, ne fût-ce que pour l'heure d'avoir qui vous salue d'un « Dieu vous soit en aide » alors qu'on éternue. Peux-tu me conseiller de commettre un forfait, d'abandonner les lits et prendre ce malfait? Votre Lily, ma foi, n'est aussi qu'une bête, puisque si hors de temps son voyage l'arrête. Et la grande longueur de son éloignement me le fait soupçonner de quelque changement. Ah, ne m'accable point par ce triste présage. Vois attentivement les traits de ce visage. Il jure à mon cœur d'éternelles ardeurs. Je veux croire après tout qu'ils ne sont pas menteurs. Et comme c'est celui que Larry représente, il conserve à mes feux une amitié constante. Il est vrai que ces traits marquent indignement, et vous avez raison de l'aimer tendrement. Et cependant, il faut... Oh, tiens-moi. Madame, d'où pourrez-vous venir? Ah, bon Dieu! Et le pomme! Vite! Oh là! Quelqu'un! Qu'est-ce donc? Me voilà. Ma maîtresse se meurt! Quoi? Ce n'est que cela? Je croyais tout perdu de crier de la sorte. Mais approchons pourtant. Madame, êtes-vous morte? Aïe, elle ne dit mot. Je vais faire venir quelqu'un pour l'emporter. Veuillez la soutenir. Elle est froide partout et je ne sais qu'en dire. Approchons-nous pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas, mais j'y vois encore moi quelques signes de vie. Qu'est-ce que je vois? Mon mari dans ses bras? Mais je m'en vais descendre. Il me trahit sans doute. Et je veux le surprendre. Il faut se dépêcher de l'aller secourir. Certes, alors est tort de se laisser mourir. Aller en l'autre monde est très grande sottise tant que dans celui-ci l'on peut être de mise. Il s'est subitement éloigné de ces lieux, et sa fuite a trompé mon désir curieux. Mais de sa trahison, je ne fais plus de doute, et le peu que j'ai vu me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur dont je lui vois répondre à ma pudique ardeur. Il réserve l'ingrat ses caresses à d'autres, et nourrit leur plaisir par le jeûne des nôtres. Voilà de nos maris le procédé commun. Ce qui leur est permis leur devient importun. Dans les commencements, ce sont toutes merveilles. Ils témoignent pour nous d'ardeur non pareille. Mais les traîtres bientôt se lassent de nos vœux et portent autre part ce qu'ils doivent chez eux. Oh, que j'ai de dépit.
que la loi n'autorise à changer de mari comme on fait de chemise. Cela serait commode. J'en sais telle ici qui, comme moi, ma foi, le voudrait bien aussi. Mais quel est ce bijou que le sort me présente? L'émail en est fort beau, la gravure charmante. Ouvrons. On la croyait morte et ce n'était rien. Il en faut plus qu'autant, elle se porte bien. J'aperçois ma femme. Oh! Ah, ciel! C'est miniature! Et voilà d'un bel homme une vive peinture. Que considère-t-elle avec attention? Ce portrait, mon honneur, ne nous dit rien de bon. D'un fort vilain soupçon, je me sens l'âme émue. Jamais rien de plus beau ne s'offrit à ma vue. Le travail, plus que l'or, se doit encore priser. Que cela sent bon. Quoi, peste, le baiser? Ah, j'en tiens. Avoue qu'on doit être ravi quand d'un homme ainsi fait, on se peut voir servi. Et que s'il en comptait avec attention, le penchant serait grand à la tentation. Que n'ai-je un mari d'une si bonne mine? Au lieu de mon pelé, de mon rustre. Ah, Matine! Nous vous y surprenons en faute contre nous et diffamant l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, ô ma trop digne femme, monsieur, tout bien compté, ne vaut pas bien madame. Et de par Belzébuth qui vous puisse emporter, quelle plus rare partie pourriez-vous souhaiter? Peut-on trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce port que tout le monde admire, ce visage si propre à donner de l'amour, pour qui mille beautés soupirent nuit et jour. Bref, en tout et partout, ma personne charmante n'est donc pas un morceau dont vous soyez contente. Et pour rassasier votre appétit gourmand, il faut à son mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot, va la raillerie. Tu crois par ce moyen? À d'autres, je vous prie. La chose est avérée, je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Mon Corot n'a déjà que trop de violence sans le charger encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crois pas retenir mon bijou et songe un peu. Je songe à te rompre le cou. Que ne puis-je aussi bien que je tiens la copie tenir l'original? Et pourquoi? Pour rien, mamie. Doux objet de mes vœux. J'ai grand tort de crier, et mon front de vos dons vous doit remercier. Le voilà, le beau fils, le mignon de couchette, le malheureux tison de ta flamme secrète, le drôle avec lequel... Avec lequel? Poursuis? Avec lequel, te dis-je, j'en crève d'ennui. Que me veut donc compter par là ce maître ivrogne? Ne m'entend que trop, madame la carogne. Sganarelle est un nom qu'on ne me dira plus. Et l'on va m'appeler Seigneur Cornélius. J'en suis pour mon honneur, mais à toi qui me l'ôtes, je t'en ferai du moins pour un bras ou deux côtes. Et tu m'oses tenir de semblables discours? Et tu m'oses jouer de ces diables de Tours? Mais quel diable de Tours? Parle donc sans rien feindre. Ah! Cela ne vaut pas la peine de se plaindre. D'un panache de cerf sur le front me pourvoir. Hélas, voilà vraiment un beau venez-y voir. Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense qui puisse d'une femme exciter la vengeance, tu prends d'un fin courroux le vain amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment. D'un pareil procédé, l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense est celui qui querelle. Et la bonne effrontée, avoir ce fier maintien, ne la dirait-on pas une femme de bien? Va, poursuis ton chemin. Qu'a jamais tes maîtresses? Adresse-leur tes vœux, fais-leur des caresses. Mais rends-moi mon portrait sans te jouer de moi. Oui. Ah, tu crois m'échapper? Je l'aurai malgré toi.
l'amour est beau. Mais si vous désirez de vous mettre en ménage, ne vous adressez point à ces jeunes beautés. Vous les rebutez, Vous les rebutez, vous les dégoûtez, vous les dégoûtez, et bien loin de les faire à votre badinage, vous n'avez bien souvent que quand nous en partage, vous les rebutez, vous les dégoûtez, vous les dégoûtez, et bien loin de les faire à votre badinage, vous n'avez bien souvent que quand nous en partage. Enfin, nous y voici. Mais... Monsieur, si je l'ose, je voudrais vous prier de me dire une chose. Je te parle! Avez-vous le diable au corps pour ne pas succomber à de pareils efforts? Depuis 8 jours entiers, avec vos longues traîtres, nous sommes à piquer de chiennes de mazette, dont le train maudit nous a tant secoués que je m'en sens pour moi tous les membres roués. Sans préjudice encore, là l'accident bien pire, qui m'afflige un endroit que je ne veux pas dire. Cependant, arrivé, vous sortez bien et beau, sans prendre de repos, ni manger un morceau. Ce grand empressement n'est point digne de blâme. De l'hymen de Célie en alarme mon âme. Tu sais que je l'adore, et je veux être instruit avant tout autre soin de ce funeste bruit. Oui, mais un beau repas vous serait nécessaire, monsieur, pour aller s'éclaircir de cette affaire. Et votre cœur, sans doute, en deviendrait plus fort pour pouvoir résister aux attaques du sort. J'en juge par moi-même. Et la moindre disgrâce, lorsque je suis à jeun, me saisit, me terrasse. Mais quand j'ai bien mangé, mon âme est ferme à tout. Et les plus grands revers n'en viendraient pas à vous. Croyez-moi, bourrez-vous, et sans réserve aucune, contre les coups que peut vous porter la fortune. Et pour fermer chez vous l'entrée à la douleur, 2 20 verres de vin, entourez votre cœur. Je ne saurais manger. Si fait. Bien. Moi, je meurs. Votre dîner, pourtant, serait prêt tout à l'heure. Tais-toi, je te l'ordonne! Ah, quel ordre inhumain. J'ai de l'inquiétude et non pas de la faim. Et moi, j'ai de la faim et de l'inquiétude de voir qu'un sot amour fait toute votre étude. Laisse-moi m'informer de l'objet de mes vœux. Et sans m'importuner, va manger, si tu veux. Je ne réplique point à ce qu'un maître ordonne. Non. Non, à trop de peur, mon âme s'abandonne. Le père m'a promis. Et la fille a fait voir des preuves d'un amour qui trahit mon espoir. Elle ou l'aile, m'importe guère, toute femme est à
mieux que l'on puisse faire, et ne sent point tourmenter. Le coquillage est une affaire que l'on ne saurait éviter, et le mieux que l'on puisse faire, et ne sent point tourmenter. Nous l'avons, et je puis voir à l'aise la trogne du malheureux Pandare qui cause ma vergogne. Il ne m'est pas connu. Dieu qu'aperçois ici, et si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi? Ah, pauvre Sganarelle, à quelle destinée ta réputation est-elle condamnée? Faux. Ce gage ne peut, sans alarmer ma foi, être sorti des mains qui le tenaient de moi. Faut-il que désormais à deux doigts l'on te montre, qu'on te mette en chanson et qu'en toute rencontre on te rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme mal née imprime sur ton front? Me trompais-je? Ah, truande, as-tu bien le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge? Et femme d'un mari qui peut passer pour beau, faut-il qu'un marmouset, un maudit étourneau? Je ne m'abuse point, c'est mon portrait lui-même. L'homme est curieux. La surprise est extrême. Qui donc en veut-il? Je veux accoster. Puis-je? Hey! De grâce! Un mot! Que me fait-il compter? Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait dedans vos mains trouver cette peinture? D'où lui vient ce désir? Mais je m'avise ici, à ma foi, son trouble. Sa surprise à présent n'étonne plus mon âme. C'est mon homme, ou plutôt c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine et dites d'où vous vient. Nous savons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche est votre ressemblance. Il était en des mains de votre connaissance. Et ce n'est pas un fait qui soit secret pour nous que les douces ardeurs de la dame et de vous. Je ne sais pas si j'ai dans sa galanterie l'honneur d'être connu de votre seigneurie, mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais. Et songez que les nœuds du sacré mariage... Quoi? Celle, dites-vous, dont vous tenez ce gage... est ma femme, et je suis son mari. Son... mari? Oui, son mari, vous dis-je, mari, très mari. Vous en savez la cause, et je m'en vais l'apprendre sur l'heure à ses parents. Ah, que viens-je d'entendre? On me l'avait bien dit, et que c'était de tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour époux. Ah, quand mis le serment de ta bouche infidèle, ne m'aurait pas juré une flamme éternelle, le seul mépris d'un choix si bas et si honteux devait bien soutenir l'intérêt de mes feux. Ingrate! Et quelque bien. Ce sensible outrage, se mêlant aux travaux d'un assez long voyage, me donne tout à coup un choc si violent que mon cœur devient faible et mon corps chancelant. Malgré moi, mon perfide, hélas, quel mal vous presse? Je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a prise assez subitement. Je crains pour vous ici l'évanouissement. Entrons dans cette salle en attendant qu'il passe. Pour un moment ou deux, j'accepte cette grâce.
sur ce point, j'approuve le souci. Mais c'est prendre la chèvre un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous je viens d'ouïr contre elle ne conclut point, parent, qu'elle soit criminelle. C'est un point délicat. Et de pareils forfaits sans les bien avérés ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Qui sait comment ses mains ce portrait est venu? Et si l'homme après tout lui peut être connu? Informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, nous serons les premiers à punir son offense. On ne peut pas mieux dire. C'est vrai qu'il faut aller tout doucement. Peut-être sans raison me suis-je en tête mis ces visions cornues, et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Par ce portrait enfin dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc par nos soins. Ah! Que vois-je? Je meurs. Il n'est plus question de portrait à cette heure. Voilà ma foi la chose en propre originale. C'est par trop vous hâter, monsieur, et votre mal, si vous sortez si tôt, pourrait bien vous reprendre. Non, non, je vous rends grâce autant qu'on puisse rendre de l'obligeant secours que vous m'avez prêté. La grâce encore après lui fait civilité. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire. Ah, mon âme s'émeut et cet objet m'inspire. Mais je dois condamner cet injuste transport et n'imputer mes mots qu'aux rigueurs de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Ce n'est pas s'exprimer en termes ambigus. Cet étrange propos me rend aussi confus que s'il m'était venu des cornes à la tête. Allez, ce procédé n'est point du tout honnête. Quoi? Lily apparut tout à l'heure à mes yeux? Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux? Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Malheureux bien plutôt de la voir, cette infâme, dont le coupable feu trop bien vérifié, sans respect ni demi nous a cocufié. Mais je le laisse aller après un tel indice, et demeure les bras croisés comme un jocrisse. Ah, je devais du moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres, et crotter son manteau. Et sur lui hautement, pour contenter ma rage, faire au larron d'honneur crier le voisinage. Celui qui maintenant devers vous est venu et qui vous a parlé, d'où vous est-il connu? Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame, c'est ma femme. Quel trouble agite ainsi votre âme? Ne me condamnez pas d'un deuil hors de saison et laissez-moi pousser des soupirs à foison. Vous peuvent venir ces douleurs non communes? Si je suis affligé, ce n'est point pour des prunes. Et je le donnerais à bien d'autres qu'à moi de se voir sans chagrin au point où je me vois. Des maris malheureux, vous voyez le modèle. On dérobe l'honneur aux pauvres sganarelles. Mais c'est peu que l'honneur dans mon affliction. On me dérobe encore la réputation. Comment? Ce damoiseau, parlant par révérence, me fait cocu madame avec toute licence. Et j'ai su par mes yeux avérer, aujourd'hui, le commerce secret de madame et de lui. Celui qui maintenant... Oui, me déshonore. Il adore ma femme et ma femme l'adore. Ah, j'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques lâches tours. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître, par un pressentiment de ce qui devait être. Vous prenez ma défense avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité, et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre, bien loin d'y prendre part, n'en ont rien fait que rire. Est-il rien de plus noir que ta lâche action? Et doit-on te trouver une punition? Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie après t'être souillé de cette perfidie? Oh ciel, est-il possible? Il est trop vrai pour moi. Ah, traître, scélérat, à me doubler 100 fois. La bonne âme. Non, non, l'enfer n'a point de gêne qui ne soit pour ton crime une trop douce peine. Que voilà bien parler. Avoir ainsi traité et la même innocence et la même bonté. Aïe. Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose a mérité l'affront où tout mépris l'expose. Il est vrai. Qui est bien loin. Mais c'est trop. Et ce cœur ne saurait y songer sans mourir de douleur. Oh, ne vous fâchez pas tant, votre chère madame. Et ne t'abuse point jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fruit j'en veuillais demeurer. Mon cœur, pour se venger, sait ce qu'il te faut faire.
Et j'y cours de ce pas, rien ne m'en peut distraire. Que le ciel la préserve à jamais de danger. Vous voyez quelle bonté de vouloir me venger. En effet, son courroux, qui excite ma disgrâce, m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et l'on ne doit jamais souffrir sans dire un mot de semblables affronts, à moins qu'être un vrai sot. Courons donc le chercher, ce pendard qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez, Maroufle, à rire à nos dépens, et sans aucun respect faire cocu les gens. Doucement, s'il vous plaît. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang bouillant et l'âme un peu mutine. Il pourrait bien, mettant affront dessus affront, charger de bois mon dos comme il a fait mon front. Je hais de tout mon cœur les esprits colériques et porte grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant de peur d'être battu. Et l'humeur des bonheurs est ma grande vertu. Mais mon honneur me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi, laissons-le dire autant qu'il lui plaira. Oh, diantre qui pourtant rien du tout en fera. Quand j'aurai fait le brave, et qu'un fer pour ma peine m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine, que par la ville ira le bruit de mon trépas. Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière est un séjour par trop mélancolique et trop malsain, pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, et ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il? La jambe en devient-elle plus tortue après tout, ou la taille moins belle? Peste soit qui premier trouva l'invention de s'affliger l'esprit de cette vision et d'attacher l'honneur de l'homme le plus sage aux choses que peut faire une femme volage, puisqu'on tient bon droit à tout crime personnel. Que fait là notre honneur pour être criminel? Des actions d'autrui, l'on nous donne le blâme. Si nos femmes, sans nous, ont un commerce infâme, il faut que tout le mal tombe sur notre dos. Elles font la sottise, et nous sommes les sots. C'est un vilain abus. Et les gens de police nous devraient bien régler une telle injustice. N'avons-nous pas assez des autres accidents qui nous viennent happer en dépit de nos dents? Les querelles, procès, faim, soif, maladie. Trouble-t-il pas assez le repos de la vie pour s'aller de surcroît aviser sottement de se faire un chagrin qui n'a nul fondement? Moquons-nous de cela, méprisons les alarmes et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Si ma femme a failli, qu'elle pleure bien fort. Mais pourquoi moi pleurer puisque je n'ai point tort? En tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, c'est que je ne suis point seul de ma confrérie. Voir cajoler sa femme et n'en témoigner rien se pratique aujourd'hui, par force gens de bien. N'allons donc pas chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. L'on m'appellera sot de ne me venger pas. Je le serais fort de courir au trépas. Je me sens là pourtant remuer une bile qui veut me conseiller quelque action virile. Oui, le courroux me prend, c'est trop être poltron. Je veux résolument me venger du larron. Déjà pour commencer, dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout qu'il couche avec ma femme. C'est
Oui. Je veux bien subir une si juste loi. Mon père, disposez de mes vœux et de moi. Faites, quand vous voudrez signer cet hyménée, à suivre mon devoir, je suis déterminée. Je prétends raisonner mes propres sentiments et me soumettre en tout à vos commandements. Ah! Voilà qui me plaît de parler de la sorte. Parbleu, si grande joie l'heure me transporte que mes jambes sur l'heure encabrioleraient, si nous n'étions point vus de gens qui s'en riraient. Approche-toi de moi. Viens ça que je t'embrasse. Une telle action n'a pas mauvaise grâce. Un père, quand il veut, peut sa fille baiser, sans que l'on ait sujet de s'en scandaliser. Va. Le contentement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois une année. Ce changement m'étonne. Et lorsque tu sauras par quel motif j'agis, tu m'en estimeras. Cela pourrait bien être. Apprends donc que Lélie a pu blesser mon cœur par une perfidie, qu'il était en ces lieux. Betty, viens à nous. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins en cette place. Quoi? Me parler encore, avez-vous cette audace? Il est vrai qu'elle est grande et votre choix est belle. Car rien à vous reprocher, je serai criminel. Vivez contente et bravez ma mémoire avec le digne époux qui vous comble de gloire. Oui, traître, j'y veux vivre, et mon plus grand désir, ce serait que ton cœur rendu du déplaisir. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime? Quoi? Tu fais le surpris et demande ton crime? Guerre, guerre mortelle à ce larron d'honneur qui sans miséricorde a souillé notre honneur. Tourne les yeux sans me faire répondre. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Mais pour vous obliger bien plutôt à rougir. Ma colère à présent est en état d'agir. Dessus ces grands chevaux est monté mon courage. Et si je le rencontre, on verra du carnage. Oui, je jurai sa mort, rien ne peut l'empêcher. Où je le trouverai, je le veux dépêcher. Au beau milieu du cœur, il faut que je lui donne. À qui donc en veut-on?
personne. Pourquoi ces armes-là? C'est un habillement que j'ai pris pour la pluie. Ah, quel contentement j'aurais à le tuer. Prenons-en le courage. Aïe! Je ne parle pas. Ah, paltron dont j'enrage, lâche, vrai cœur de poule. Il t'en doit dire assez, cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés. Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable qui jamais d'un amant puisse outrager la foi. Que n'ai-je un peu de cœur? Cesse devant moi, traître de ce discours, l'insolence cruelle. Gadarelle, tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant, sois un peu vigoureux. Là, hardi, tâche à faire un effort généreux en le tuant tandis qu'il tourne le derrière. Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfait et l'applaudir ici du beau choix qu'il a fait. Oui, oui, mon choix est tel qu'on n'y peut rien reprendre. Allez, vous faites bien de le vouloir défendre. Sans doute, elle le fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre. Et si je n'étais sage, on verrait arriver un étrange carnage. D'où vous naît cette plainte et quel chagrin brutal? Suffit. Vous savez bien où le bois me fait mal. Mais votre conscience et le soin de votre âme vous devrez mettre aux yeux que ma femme est ma femme, et vouloir à ma barbe en faire votre bien, que ce n'est pas du tout agir en bon chrétien. Un semblable soupçon est bas et ridicule. Allez, dessus ce point, n'ayez aucun scrupule. Je sais qu'elle est à vous, et bien loin de brûler. Ah, qu'ici tu sais bien, traître, dissimulé. Quoi me soupçonnez-vous d'avoir une pensée de qui son âme est lieu de se croire offensée? De cette lâcheté, voulez-vous me noircir? Parle! Parle à lui-même, il pourra t'éclaircir. Vous me défendez mieux que je ne saurais faire, et du billet qu'il faut vous prenez cette affaire. Je ne suis point d'humeur à vouloir contre vous faire éclater, madame, un esprit trop jaloux. Mais je ne suis point dupe et vois ce qui se passe. Il est de certains feux de fort mauvaise grâce. Et votre âme devrait prendre un meilleur emploi que de séduire un cœur qui doit n'être qu'à moi. La déclaration est assez ingénue. L'on ne demandait pas qu'Arogne ta venue. Tu l'as bien querellée lorsqu'elle me défend, et tu trembles de peur qu'on t'ôte ton galant. Allez, ne croyez pas que l'on en ait envie. Tu vois, c'est ces mensonges, et j'en suis fort ravie. Que me veut-on compter? Ma foi! Je ne sais pas quand on verra finir ce galimatia. Déjà depuis longtemps, je cherche à le comprendre. Mais si plus je l'écoute, et moins je puis l'entendre, je vois bien à la fin que je m'en dois mêler. Répondez-moi par ordre et me laissez parler. Vous, qu'est-ce qu'à son cœur peut reprocher le vôtre? Que l'infidèle a pu me quitter pour un autre. Que lorsque sur le bruit de son hymen fatale, j'accours tout transporté d'un amour sans égal dont l'ardeur résistait à se croire oubliée, mon abord en ces lieux la trouve mariée. Mariée à qui donc? À lui. Comment à lui? Ouida. Qui vous l'a dit? C'est lui-même, aujourd'hui. Est-il vrai? Moi? J'ai dit que c'était à ma femme que j'étais marié. Dans un grand trouble d'âme, tantôt de mon portrait, je vous ai vu saisi. Il est vrai. Le voilà. Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous aviez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage. Sans doute. Et je l'avais de ses mains arrachées, et n'eusse pas sans lui découvert son péché. Mais que me veux-tu conter par ta plainte importune? Je l'avais découvert sous mes pieds par fortune. Et même quand après ton injuste courroux, j'ai fait dans sa faiblesse entrer monsieur chez nous, je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi qui du portrait ai causé l'aventure, et je l'ai laissé choir en cette pamoison qui m'a fait par vos soins remettre à la maison. Vous voyez que sans moi, vous y seriez encore. Et vous aviez besoin de mon peu d'émibord. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front, là sur mon âme, est bien chaude pourtant. Ma crainte toutefois n'est pas trop dissipée. Et d'où que soit le mal, je crains d'être trompé. Et mutuellement, croyons-nous gens de bien. Je risque plus du mien que tu ne fais du tien. Accepte sans façon le marché qu'on propose. Soit. Mais garde-moi si j'apprends quelque chose.
Adieu. S'il est ainsi, qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois de mon courroux appréhender les faits. Oui, vous croyant 100 fois, j'ai pris pour ma vengeance le malheureux secours de mon obéissance. Et depuis un moment, mon cœur vient d'accepter un hymen que toujours j'eus lieu de rebuter. J'ai promis à mon père, et qui me désole, mais je le vois venir. Il me tiendra parole. Monsieur, vous me voyez en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux, et mon ardent amour verra, comme je crois, la promesse accomplie qui m'y vit espérer l'hymen de Célie. Monsieur, que je revois en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux et dont l'ardent amour verra que vous croyez la promesse accomplie qui vous donna l'espoir de l'hymen de Célie. Quoi, monsieur? Est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir? Oui, monsieur, c'est ainsi que je fais mon devoir, et ma fille en suit les lois. Mon devoir m'intéresse. Mon père a dégagé vers lui votre promesse. Et est-ce répondra en fille à mes commandements? Tu te démens bientôt de tes bons sentiments pour Valère tantôt. J'aperçois son père. Il vient assurément pour conclure l'affaire. Qui vous amène ici, Seigneur Villebrequin? Un secret important que j'ai su ce matin. Qui rompt absolument ma parole donnée. Mon fils, dont votre fille acceptait l'hyménée, sous des liens cachés trompant les yeux de tous, vit depuis 4 mois avec Lise en époux. Et comme des liens, le bien et la naissance ont tout le pouvoir d'en casser l'alliance, je vous viens... Brisons-la! Si sans votre congé, Valère, votre fils ailleurs, s'est engagé, je ne vous puis sceller que ma fille Célie, dès longtemps par moi-même, est promise à Lélie, et que riche vertu, son retour aujourd'hui, m'empêche d'agréer à un autre époux que lui. Un tel choix me plaît fort. Et cette juste envie d'un bonheur éternel vient couronner ma vie. Allons choisir le jour pour se donner la foi. A-t-on mieux cru jamais être cocu que moi? Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien. Et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien. Aimons-nous, unissons nos désirs et nos cœurs, nos soupirs, nos ardeurs, et passons notre vie, rendez-nous si remplis de douceur. Aimons-nous, unissons nos désirs et nos cœurs, nos soupirs, nos ardeurs, et passons notre vie, rendez-nous si remplis de douceur. C'est laisser la loi naturelle, laisser passer les moments, que l'on peut se rendre si charmant. La saison du printemps paraît belle, et nos anses brillantes comme elle. Mais il faut y mêler la douceur des amours, et sans eux il n'est point de beau jour. C'est laisser la loi naturelle, de laisser passer les moments, que l'on peut se rendre si charmant. La saison du printemps paraît belle, et nos anses brillantes comme elle. Mais il faut y mêler la douceur des amours, et sans eux il n'est point de beau jour.
apporte la nouvelle. Que nos chants en tout lieu apportent la nouvelle. Fasse retentir, fasse retentir, fasse retentir, fasse retentir, fasse retentir, retentir. Il fasse retentir, retentir le céleste séjour, le céleste séjour. Qu'il fasse retentir le céleste séjour. Chantons, répétons tour à tour, qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rende à l'amour. Chantons, répétons tour à tour, qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rende à l'amour. Chantons, répétons tour à tour, qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rende à l'amour. Chantons, répétons tour à tour, répétons tour à tour, qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rende à l'amour. Qu'il n'est point d'âme si cruelle, qui tôt ou tard ne se rende à l'amour. Qui tôt ou tard ne se rende à l'amour. Merci beaucoup. Merci aux artistes, merci aux professionnels. Et en l'occurrence, merci à Anne qui nous a accompagnés et qui nous a dirigés, qui est notre maître de chœur. Merci à l'excellent claveciniste Jean-Pierre. Et merci à Michel qui, il y a un mois encore, était contrebassiste et désormais également violoncelliste. Merci à notre régisseur unique et préféré, Sabrina. Et merci à une autre grande professionnelle, Aude Goni-Goubert, qui a réussi à nous mettre en scène cette pièce de Molière. Merci. Et maintenant, retour au XXIe siècle pour un verre de l'amitié en costume un petit peu différent.